les vieilles chansons qui tournent en rond. Ces vieilles chansons qui tournent, mais elles ne tournent pas en rond, ou du moins nous ne tournons pas en rond ici à cette magnifique émission qu'est l'émission de chansons et de réflexion. Alors vous aurez peut-être reconnu au micro Étienne Alexis, votre animateur préféré, un mercredi sur deux entre midi et 13h, qui anime pour vous cette émission, au cours de laquelle, en ce mercredi 11 février 2026, on a le bonheur d'accueillir Mme Ève Langelier, professeure titulaire au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Pourquoi on a le bonheur de discuter avec elle? C'est qu'on trouvait important d'avoir une experte qui pouvait venir nous discuter avec nous de cette journée internationale des filles et des femmes de science. Cette journée internationale, en fait, fête son 11e anniversaire en 2026 et c'est aussi le 31e anniversaire de la déclaration de Beijing et de son programme d'action qui ont été deux étapes importantes pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. L'égalité des sexes dans les sciences est essentielle, comme dans n'importe quel autre domaine, pour construire un avenir meilleur pour tous, mais les femmes et les filles continuent de se heurter à des obstacles et à des préjugés systémiques dans la poursuite de leur carrière scientifique. Pour combler le fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des sciences, il faut tout d'abord briser les stéréotypes et promouvoir des modèles qui puissent servir d'inspiration aux filles, de soutenir l'avancement des femmes à travers des programmes ciblés et favoriser enfin des environnements inclusifs grâce à des politiques et des actions qui encouragent l'inclusion, la diversité et l'égalité entre les sexes, et on parle de sexe et non pas de genre, puisqu'il y a débat sur la question. Peut-être en discuterons, nous, avec notre invité qui, je le disais, est titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec, ainsi que professeur titulaire au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke. Avec son équipe, Mme Langelier, professeur Langelier, devrions-nous l'appeler, s'implique activement dans le recrutement, la rétention et le développement professionnel des filles et des femmes en sciences et en génie. Elle souhaite entre autres démystifier les sciences et le génie, en faire connaître la portée sociale, offrir des modèles de femmes dans ce milieu et outiller ces dernières ayant pris ce chemin pour qu'elles puissent y rester et y progresser. Madame professeure Langelier travaille aussi à sensibiliser les parents, le personnel enseignant, les collègues et les employeurs aux défis rencontrés par les femmes en sciences et en génie. Voilà pour le dressage de table de pour l'introduction finalement de cette première portion de l'émission. On va aller tout de suite en chanson afin de vous permettre, chers auditeurs et auditrices, de voir vos neurones se reposer un peu là, en prévision là, des premières questions qui vont meubler cette entrevue qui s'annonce évidemment passionnante. Et pour entamer le volet musical de cette émission, on va y aller avec la chanson « Mappemonde » des Sœurs Boulay. Tu me présenteras jamais ta mère, ni tes amis, ni même la ville où t'as grandi. C'est pas que t'es pas fier, mais ils comprendraient pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes
comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map de monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Relâche tes doigts de sur le bric-à-brac. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Puis permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Puis permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Alors, c'était la chanson Mappemonde des Sœurs Boulay pour inaugurer le volet musical de cette émission qui nous homadaire, qui revient aux 2 semaines, c'est-à-dire, et qui, je le disais en début d'émission, le sera consacré à la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. On a le bonheur d'accueillir en studio professeur Ève Langelier. Alors, professeur Langelier, évidemment, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de la Société nationale de l'Estrie et de la radio communautaire de CIAX, de vous remercier chaleureusement pour avoir accepté notre humble invitation. Nous qui avions envie de souligner une journée, je pense, trop peu connue du grand public. Moi-même, je ne connaissais pas l'existence de cette journée avant de faire les recherches qui y ont été associées. Alors que, on s'entend, là, elle traite d'un sujet d'importance, hein, soit la recherche d'une égalité réelle, de fait, entre les hommes et les femmes dans le domaine des sciences et du génie. Et afin de bien... Ce qui est le fun avec la radio communautaire, c'est qu'on n'est pas obligé de résumer notre propos en 30 secondes, là, alors qu'il y a un clip qui sera fait de 10 secondes là, à l'émission radiophonique. Là, t'sais. On est en mesure là, d'avoir des entrevues de fond qui font des allers-retours au cours desquels on peut donner des anecdotes. Bon, c'est bien le fun et surtout, comment dire, en faisant appel... mon Dieu, en sortant des boulamites mon caractère scientifique, là, j'aime bien dresser la table par la mise en place de certaines définitions qui permettent ensuite à nos auditeurs ou auditrices là, de mieux comprendre le sujet qu'on aborde au cours de l'émission. Donc, est-ce que vous accepteriez, professeur Langelier, et cela au bénéfice de nos auditeurs ou auditrices, de nous présenter l'organisation que vous dirigez, soit la Chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec, qui, je pense, fête ses 10 ans cette année. Quelle est sa mission, ses principales réalisations, bref, un petit bilan de ce décennat d'existence pour lequel, évidemment, je vous félicite sincèrement. Bien, merci beaucoup. Puis oui, ça me fait plaisir. Donc, une chaire, c'est une entité de recherche habituellement. Nous, on est une chaire qui est une entité d'action et de recherche. On a un mandat qui vient du Conseil
CRSNG, Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. OK. Et notre objectif, ou notre mission, c'est d'augmenter la participation des femmes en sciences et en génie. Mais par participation, on entend différentes choses. Donc, oui, on veut éveiller l'intérêt des filles, ou du moins le réveiller à nouveau, parce que des fois, elles l'ont et elles le perdent. Ouais. Mais on veut aussi faire en sorte, comme on l'a dit en intro, de faire en sorte que les femmes, les filles qui ont choisi cette voie-là restent, progressent, soient heureuses, aient un impact. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Donc, la participation, c'est vraiment au sens large. Donc, pas nécessairement comme professeur, là, ou comme travailleuse de ces domaines-là. Oui, vous voulez davantage de professeurs féminins dans ces domaines, vous voulez davantage que de femmes aient une carrière dans ces domaines, mais aussi de manière très large, intéresser les filles et les femmes à ces importants domaines de notre vie en société. Oui, tout à fait. Et qu'elles soient bien. Et qu'elles soient Et qu'elles soient bien Bon. et qu'elles soient écoutées. Ouais, parce qu'on peut être entendu, mais pas toujours écouté. Puis, en disant, est-ce que vous avez des recherches que vous avez accomplies qui vous ont particulièrement plu, qui ont eu un impact particulier? Qu'est-ce qui, après 10 ans d'existence, là, vous pourriez tirer comme conclusion jusqu'à présent? Là? C'est une grande question. Je peux vous parler d'une étude récente qu'on a faite où on a interrogé des étudiantes en génie et en sciences à l'Université de Sherbrooke qui ont fait des stages parce que c'est quand même particulier à notre université, le système coop. Oui. Donc, on peut parler jusqu'à 5 stages en génie, jusqu'à 4 en sciences. Et bien, c'est pas réglé. Donc, il y a des aspects très positifs au stage. Puis là, ça, l'étude le ressort. C'est pour ça qu'on fait les stages. Mais les filles en stage et en sciences et en génie rencontrent encore des défis. Oui, on va en parler plus tard là, Ouais. de ces défis-là. Là. Ne vendons pas la peau de l'ours là, tout de suite. Là. Ça fait Ou le partie des punch, choses plutôt. que, tu sais, c'est pas réglé. Donc, c'est important de continuer à en parler. Donc, ça fait partie des travaux qu'on a faits. Mais on travaille aussi, par exemple, avec la Conférence des doyens d'ingénierie du Québec, les OK. doyennes Oui. d'ingénierie, justement pour créer un meilleur milieu mixte, donc mix hommes, femmes, plus diversifié au niveau du genre, en génie. Donc, quelles sont les pratiques actuelles en place? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour être plus inclusif, pour être plus attirant pour les filles? Donc, on a travaillé à un projet en collaboration avec les doyens et doyennes du Québec. OK. Puis là, on comprend que cette chaire-là, professeur Langelier, même si elle est basée à l'Université de Sherbrooke, c'est une chaire qui a un impact sur l'ensemble du territoire québécois, voire même canadien. Là. Effectivement. Donc, c'est le mandat de la chaire est provincial. OK. Mais on travaille avec d'autres chaires. On est 5 chaires équivalentes au Canada. Et OK. on collabore entre nous. Et on essaie beaucoup de diffuser ce qu'on fait en français ailleurs, dans d'autres régions francophones, mais aussi on fait beaucoup traduire ce qu'on fait pour avoir une portée plus large, OK. hors Québec même. Donc, et là, vous parlez principalement de vos études là, que vous faites traduire, entre autres. Par exemple, oui. OK. On développe beaucoup, on fait des études, mais on développe beaucoup d'outils parce qu'on ne fait pas seulement de la recherche, on fait beaucoup d'actions. Donc, auprès des filles du primaire, des enseignants, des enseignantes du primaire, bon. du secondaire. OK, intéressant. Ah oui, on couvre large. Donc, vous êtes sur le terrain aussi, là. Oui, tout à fait. Et on développe des activités aussi en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion en recherche. Donc, récemment, il y a eu des changements là, dans les exigences, par exemple, des demandes de subventions. Oui. Tout le monde était un peu perdu dans tout ça. Donc, on a développé beaucoup d'outils pour supporter les gens. Et ça a été traduit, puis ça a été, mon Dieu, téléchargé, je ne sais pas combien de fois. Là. OK. C'est très, 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 très utilisé à travers le Québec et le Canada. Et depuis 10 ans, est-ce que vous êtes intervenu auprès de certains décideurs ou décideuses pour qu'ils adaptent leur politique publique, par exemple, visant à favoriser des femmes et des filles en sciences? Est-ce qu'il y a eu ce type d'intervention qui relève un peu plus du politique, peut-être? Oui. Bien, en fait, on a été invités. On a été invités par le Conseil supérieur de l'éducation lors de 2 études. Donc, il y avait des rassemblements, des études qui étaient faites et on nous a demandé notre voix, dans le fond. On nous a écoutés. Oui. Il y a l'Ordre des ingénieurs aussi qui nous a invités à participer à la rédaction d'ouvrages pour plus d'inclusion des femmes et plus d'inclusion aussi
au sens plus large en génie. Puis on a essayé aussi de faire des tentatives pour rejoindre des gens. On a voulu faire enlever les sarraux dans l'émission Génial, mais ça n'a pas fonctionné. OK, qu'est-ce qu'ils ont, ces sarraux-là? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'ils symbolisent, selon vous? Ben c'est le symbole de la personne chercheur qui est seule dans son labo. Donc, et souvent, en plus, c'est Martin Carly, là, que j'aime bien, mais c'est un homme blanc, avec les cheveux blancs, avec des lunettes. Et donc, c'est l'image typique de la personne scientifique. Et ben on n'est pas comme... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, on voulait un peu amener de la diversité, casser l'image de la personne scientifique avec son cerveau. Ben écoutez, bonne chance, là. Moi, c'est parce que je pense que la science reste un milieu assez conservateur. Je viens de faire des auditions en cour fédérale et les avocats portent toujours leur toge. Au moins, les juges ont retiré leur moumoute, leur perruque, là. Tu sais, au moins, ça allait évoluer, là. Oui, mais les scientifiques... Il y a des scientifiques qui sont dehors dans la nature, ils portent pas de sarrau dehors dans la nature, là. Non! Il y a des scientifiques qui font des maths, ils portent pas de sarrau, les scientifiques qui portent des maths. Okay. Ils font des maths. Ah, mais bon, c'est intéressant. Et, OK, donc, forte de sa mission, permettez une autre, question là, d'introduction. Donc, forte de sa mission de promouvoir la représentation féminine et à maintenir la participation des femmes dans le domaine des sciences et du génie, ben, est-ce que vous auriez, professeur Langelier, l'amabilité de détailler ce qu'on veut dire par les métiers liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie, aux mathématiques? Là, ma collègue, qui est une ancienne stagiaire chez vous, avait résumé ça par l'acronyme les STEM, là, S-T-I-M. Là. De quelle profession parle-t-on? Oui, bien, je vais vous donner des domaines. Yes, et on sir. peut voir ces domaines-là autant au niveau, par exemple, technique, au niveau universitaire. Ouais. Donc, en sciences, mettons, biologie, chimie, physique, biochimie. Dans le niveau technologique, on a informatique, génie informatique. En génie, on a génie mécanique, génie électrique, génie civil, génie du bâtiment, génie robotique, etc. Puis en mathématiques, on a les mathématiques, les probabilités statistiques, l'actuariat, etc. Donc, c'est quand même un domaine assez large. Et est-ce que dans ces professions-là, la sous-représentation féminine est pas mal égale? Là, est-ce que c'est tout très sous-représenté ou il y a des domaines dans lesquels les femmes se tirent mieux d'affaires que dans d'autres domaines? Puis est-ce qu'il y a des domaines que là, c'est vraiment catastrophique, là, tu sais? Oui, c'est ça. Il y a un peu d'extrême. Oui, j'aime ça, les extrêmes. Donc, j'aime en parler. Donc, c'est sûr que tout ce qui touche à la biologie est plus féminin comme milieu. Ce qui est donc biologie, biochimie, génie biotechnologique, tout ça, c'est beaucoup plus féminin. Mais quand on tombe dans physique, informatique, génie mécanique, électrique, ça, c'est très masculin. Donc là, on tombe à peu près à 10, 15 maximum % de personnes qui étudient dans ces domaines-là à l'université. Parce que là, au cégep, en technique, bien là, on diminue à 5 %. Ça va jusqu'à 5 %. Oui, puis ce qui est frappant, c'est qu'en c'est sciences... quand même... là, on parle de la moitié de l'humanité, là. Puis, en sciences de la nature, bien là, c'est 54 % de femmes. Donc, les femmes vont en sciences de la nature au cégep, mais pas pour aller en sciences et génie après, pour aller en médecine ou pour faire d'autres choses. Oui. OK. Hey, c'est quand même... C'est passionnant. Ça va tellement vite quand on est en bonne compagnie, professeur Langelier, qu'on serait déjà rendu à la deuxième pause musicale. Une pause qui sera, au cours de laquelle les auditeurs et auditrices entendront « Jour de pluie ». Se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Des dizaines de tempêtes ont soufflé, des éclairs entonnés par milliers.
La rivière a même de son lit débordé. Toi tu devrais peut-être y rester. Rendors-toi. Au centre de l'histoire, c'est sans même arriver à la voir que cette chose déchue qu'on appelle l'espoir disparaît tranquillement dans le noir. Quand le bleu du ciel sera voilé, que le soleil ne pourra plus percer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Rendors-toi. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Si les pleurs sur les joues ont coulé et le temps plus rien ne peut changer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Donc, vous aurez reconnu l'artiste Alpha Rococo qui jouait, évidemment, chante la chanson « Jour de pluie » pour celles et ceux là, qui l'auront remarqué jusqu'à présent. Et oui, nous ne ferons jouer des chansons que provenant d'artistes féminines quand même. On essaie d'être concept dans nos niaiseries. Alors, professeur de Langelier, une dernière question en mode on dresse la table, si vous le voulez bien. Puis, je dois avouer, c'est un classique à l'émission. Là. Nous, là, cette question-là, elle est presque systématique, incontournable. Cette fameuse journée internationale des filles et des femmes de science ou des femmes et des filles de science qui existe depuis maintenant 11 ans. Bien, est-ce qu'on est en mesure de mesurer un éventuel impact, t'sais, en plus de permettre là, de manière ponctuelle de sensibiliser les citoyens, les citoyennes, de même que les acteurs et les actrices sociopolitiques à travers le globe, pensez-vous qu'elle contribue de manière concrète à augmenter la représentation féminine dans les métiers liés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques? Ça donne quoi, une journée internationale des femmes et des filles de sciences? Bien, ça sert à faire parler. Ah ouais, ça, on aime ça parler, là, ça, c'est sûr, là, mais c'est pas suffisant. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est sensibiliser. Puis ça, je pense que ça joue bien son rôle. Le défi avec des actions, peu importe les actions, c'est qu'on... Le défi de la sous-représentation des femmes, il provient de différentes sources. Puis on est dans un monde qui change et tout, donc c'est très difficile de mesurer l'impact d'une action, comme une journée.
Ouais. Oui, mais c'est très, très difficile à mesurer. Même, nous, ce qu'on fait, c'est difficile de mesurer l'impact qu'on a exactement. Donc, qu'est-ce que... Si le nombre de femmes augmente, est-ce que c'est parce que moi, j'ai fait une action? Est-ce que c'est parce que le musée a fait une action? Est-ce que c'est parce que l'école a fait? C'est très difficile à voir. Je comprends que c'est difficile d'isoler une telle variable puis de considérer tout le reste, comment qu'ils disent ça, là, toute chose étant égale par ailleurs, là, ou quelque chose comme ça. Là. Je sais pas. Mais ce que j'étais allée faire des petites recherches, puis j'ai vu que l'ONU, dans le fond, eux, ce qu'ils mesurent, c'est le nombre de visites sur leur site en lien avec les journées thématiques. C'est comme ça que ça les aide à avoir l'impact qu'ils ont. Puis l'autre chose aussi, c'est que, mettons, depuis 10 ans, je suis allée lire le rapport, il y a eu 155 000 initiatives mondiales qui ont été faites en lien avec la journée pour les filles et les femmes de sciences. Mais ça, c'est celles qui sont recensées, parce que c'est sûr que certains qu'elles ne sont pas toutes recensées. Donc, on voit que quand même que ça a un impact mondial de faire parler. Et ça, on peut sûr. penser que si elle n'avait pas existé, cette journée-là, ben peut-être que plusieurs des 155 000 et des poussières mesures n'auraient jamais vu le jour. Tout à fait. On peut le supposer. Sans oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, qui ne seraient pas au courant non plus de cette journée-là. Donc oui, ça a un impact. Quelle est-elle? Très difficile à mesurer. D'accord, mais selon vous, quand même, on ne remet pas en question sa pertinence ou son utilité. Non. Parce que, dans tous les cas, ne serait-ce que d'avoir, entre guillemets, une excuse, une opportunité annuellement de discuter de cet important enjeu-là, ça le fait. Oui, puis de rappeler que c'est pas réglé. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est réglé, les femmes en sciences. Non, c'est pas réglé. On a encore des défis. Ah oui, moi, savez-vous, les droits des femmes, ça me fait un peu penser à, évidemment, là, toute comparaison est déboîteuse, là, mais ça me fait penser un petit peu à la langue française. C'est-à-dire qu'on a dans le passé eu de grandes victoires, de grandes avancées, mais ces grandes victoires-là ont eu des effets positifs, mais le corollaire négatif, c'est qu'ils peuvent nous porter à croire que tout est fini, puis qu'on n'a plus à militer, qu'on n'a plus à s'investir. Et souvent, quand on voit des femmes qui, aujourd'hui, ne se déclarent non féministes ou des choses comme ça, alors qu'il y a encore tant à faire en matière d'égalité réelle femmes-hommes, tu te dis, il me semble que les grandes victoires du passé, elles oblitèrent un peu trop le présent. Oui, tout à fait, mais on peut dire aussi qu'il y a toujours on voit ce qui se passe au sud de la frontière, une espèce de recul aussi, fait qu'il faut être vigilant et vigilante par rapport à ça. C'est qui disait là, que chaque crise mondiale, économique ou autre, était toujours une bonne excuse pour faire reculer les droits des femmes? Là? C'était pas Simone de Beauvoir, quelque chose comme ça? Simone de Beauvoir, peut-être. En tout cas, ce qu'il disait, c'est rester vigilant. Tout à fait. Avec vos alliés masculins, bien évidemment, parce qu'on est une équipe là-dessus. Professeur Langelier, tranquillement, pas vite, on arriverait au cœur du sujet. Évidemment, je ne bouderai pas mon plaisir. Vous l'avez touché, mais je vous remercie de ne pas avoir versé dans la réponse tout de suite. Selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les femmes ont-elles moins le réflexe de se diriger vers des études en STEAM? Ben, il y a le réflexe, puis peut-être aussi, à un moment donné, on pourra parler d'un coup rendu. Qu'est-ce qui peut les décourager d'y demeurer? Par exemple, existe-t-il encore aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, je voudrais pas, la discrimination envers les femmes du genre un syndrome Marie Curie? Je le rappelle, Marie Curie est une extraordinaire scientifique dont les travaux nous ont permis de comprendre la radioactivité de certains métaux, et il lui a fallu, je sais même pas si elle a eu de la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant, là, mais chose certaine, ça a pris beaucoup de temps à ce que ces travaux puissent être reconnus à sa juste valeur. Est-ce que dans un domaine, évidemment, celui des sciences, qui à l'époque était à peu près exclusivement masculin, est-ce qu'on fait face encore à ce type de préjugés, si je peux dire? Et là, c'est même pas en amont, c'est même pas lorsque les femmes s'intéressent à la chose. C'est une fois intéressées, elles vont faire des stages dans des milieux de sciences et elles peuvent-elles encore y vivre des problématiques liées à leur identité sexuelle? Oui, tout à fait.
Donc, on peut effectivement aborder 2 volets. Les femmes qui sont présentes, mais plusieurs vont avoir le sentiment de ne pas être à leur place. Puis, il y a plusieurs raisons en arrière de ça. Puis, c'est un sentiment là, qu'on a souvent, c'est inconscient. Par exemple, quand on est dans un milieu très minoritaire, Oui. ben, c'est sûr qu'à quelque part, on a comme une différence là, qui nous frappe, hein, puis qu'on rencontre à tous les jours. On a aussi ce qu'on appelle... Puis, des fois, ce que ça fait, c'est qu'on est toujours comme la fille de service. Tu sais, oups, là, ça nous prend, mettons, une représentante femme ou un représentant de telle couleur ou de tel âge. Puis là, ben ces filles-là, finalement, ces femmes-là sont toujours comme... Elles se voient comme devoir assumer le fait de représenter les femmes dans ce domaine-là. Là. Oui, ça m'amène à 2 points. La taxe d'équité. La taxe rose, là, ouais. pour certains produits. Là. La taxe rose pour certains produits. La taxe d'équité, c'est la surcharge de travail pour représenter les femmes. Puis c'est comme un peu aussi la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est toutes mes actions. Okay? C'est comme si je représentais toutes les femmes. Donc, il faut tout que je fasse bien Oui. pour ne pas être dans le stéréotype et faire en sorte qu'on ait une mauvaise image de toutes les femmes. Ben, c'est un stéréotype, ça, me semble. Oui, c'est un stéréotype. En partant. Il y a la menace de l'identité sociale. Donc, si on ne se reconnaît pas dans les conversations, tu sais, si on est avec des collègues qu'on ne partage pas les mêmes, à part qu'au travail, mais qu'on n'a pas d'autres conversations dehors qui nous ressemblent. Ouais. Ben, ça aussi, ça nous montre qu'on n'est peut-être pas à notre place. Ouais. Il y a toutes les micro-agressions aussi. Être employé dans un nouvel endroit, puis il n'y a aucun équipement de sécurité à ta grandeur. Par exemple, rentrer quelque part, puis toutes les photos sur les murs, c'est des hommes, des blagues sexistes, etc. Puis, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir plus grave, là, Ouais. sans entrer nécessairement dans ça. Il y a toujours des petites choses qui montrent qu'on n'est peut-être pas à notre place. On peut développer un syndrome d'imposture avec ça. Il y a tous les billets aussi, les billets à l'embauche, les billets aux promotions. Donc ça, c'est une fois qu'on est en place. Mais il a fallu se rendre aussi. Ouais. Là. Et des fois, se rendre, c'est quoi les obstacles? Les obstacles, mais c'est la façon dont on est socialisé, entre autres. Donc, Okay. Depuis qu'on est tout petit, tout petite, on apprend c'est quoi être un garçon, c'est quoi être une fille. Ouais. Donc, les filles, on est beaucoup plus amenées vers tout le care, donc prendre soin d'eux. Ça ne veut pas dire que toutes les filles... Vouloir aider c'est son ça. prochain. C'est ça. Donc, on est socialisé comme ça. Puis, on le remarque, je reviens à l'habit de la personne scientifique. Ouais, le sarrau. Le sarrau. Il y a un test en anglais, c'est Dry Scientist. En français, là, on va tricher un peu, dessiner une personne scientifique parce qu'on ne veut pas assumer de genre. On demande aux enfants de dessiner une personne ingénieure ou une personne scientifique. Et quand ils sont petits, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vont dessiner quelqu'un qui leur ressemble, qui est habillé comme eux. Les filles vont dessiner des filles, les gars vont dessiner des gars. Puis quand ils arrivent en 6e année, ils vont tous dessiner des hommes en sarrau, avec des lunettes, puis qui font exploser des choses dans un labo. OK. Donc, il y a un changement, là, entre 9 et 11 ou 12 ans. Oui, mais même de plus jeune, oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment, là, tranquillement, la société nous inculque une vision qu'on va porter. Donc, c'est sûr qu'on va moins se représenter, par exemple, comme femme, ou probablement comme personne de couleur aussi. Et donc, ça, c'est un des freins aussi. Puis, à part ça, le sentiment de confiance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est différent souvent entre les garçons et les filles. J'avais une collègue qui allait dans les classes puis qui disait « OK, qui a 80% en maths? » Là, je recommence. Qui est bon en maths? Tous les petits gars levaient la main. Qui a 80% et plus? Les petites filles levaient la main. Ah! Donc, il y avait c'est comme juste perçu différemment. Donc... Ouais. Le fameux syndrome de l'imposteur ou l'impostrice, là, ou l'imposteur. Là, on ne sait plus quoi dire. Là, c'est ça. Okay. Effectivement. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en compte. C'est très intéressant. On en serait déjà rendu à la moitié de l'émission, puis on est une radio communautaire, mais on avons quand même des commanditaires qui aiment bien qu'on fasse jouer leur message publicitaire. Alors, on va aller à une courte pause de 90 secondes et on sera tout de suite de retour à l'émission de chansons et de réflexion pour cette édition du mercredi 11 février 2026 qui porte sur la Journée internationale
mondiale des femmes et des filles en sciences. Alors, pour être courte, elle était courte, cette pause publicitaire. Chers auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion et j'ai le bonheur d'accueillir pour cette émission du 11 février le professeur Ève Langelier qui vient discuter avec nous des défis que rencontrent les femmes et les filles en sciences et en génie. Professeur Langelier, juste avant la pause, on a parlé des facteurs explicatifs de la sous-représentation des femmes dans les domaines liés au génie et aux sciences. Maintenant, on a parlé des problèmes. Y a-t-il des solutions? Autrement dit, comment fait-on pour favoriser une meilleure représentation des femmes en sciences et en génie? Est-ce qu'il y a des défis particuliers afin d'intéresser ces dernières à ces domaines, c'est-à-dire des défis que rencontrent particulièrement les femmes et les solutions pour leur permettre de surmonter les dits défis? Oui, encore une fois, on peut y aller en 2 catégories. Oui. Donc, pour intéresser les filles, puis pour garder les femmes. Ouais. Donc, on sait par exemple que les filles, il y a une baisse, et pour les garçons, entre le primaire et le secondaire, il y a une grosse baisse d'intérêt envers les sciences qui se produit. La différence, c'est que les garçons vont retrouver leur intérêt tranquillement au fur des années de secondaire et moins les filles. OK. Puis, il y a déjà aussi au secondaire des stéréotypes. Genre, les gars sont bons en maths puis en sciences, puis les filles sont bonnes en langue, par exemple. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment agir tôt. Puis, idéalement, agir à l'école, parce que c'est super, toutes les activités en dehors de l'école, mais ça dépend, ça repose beaucoup sur les parents. Alors qu'à l'école, tout le monde y va. Vit la même affaire. C'est ça. Ouais. Donc, si on peut faire des choses là, donc rendre l'enseignement plus des sciences, plus attractif, plus intéressant pour les filles. Parler, on sait qu'elles aiment beaucoup, par exemple, tout ce qui est corps humain, biologie, mais rattacher d'autres sciences et d'autres ingénieries par rapport à ça, par exemple. C'est des choses qu'on peut faire. Puis pour les sciences, pour les femmes, je veux dire, sur le milieu du travail, on peut offrir du mentorat et du sponsorship. La différence, c'est le mentorat, on va accompagner, on va discuter, on va relativiser, on va questionner, mais le sponsorship, on va ouvrir la porte aux femmes. Tu as besoin de quelqu'un sur ton comité, j'ai quelqu'un pour toi, cette personne-là, par exemple. On peut être attentif aux microagressions, réagir, c'est comme être à une table, à une grande réunion, puis là, il y a une blague sexiste ou il y a un mot mal placé. Personne ne dit rien, mais après, c'était-tu effrayant, telle affaire? Réagissez, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas porter ce fardeau-là seul. Ouais. Parce que sinon, quand c'est toujours, par exemple, la personne qui est concernée par une remarque, qu'elle réagisse, dans le fond, ça peut juste comme avoir l'air... Bon, on trouve ça normal, mais si elle réagit, c'est parce qu'elle est concernée, pas nécessairement parce que c'est inacceptable comme propos. Alors que les autres qui sont pas nécessairement concernés, si ces personnes-là réagissent à ce genre de bêtises, là, l'impact est beaucoup plus important. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est plate à dire, mais les hommes ont plus de crédibilité. Donc, si c'est un homme qui le dit, ça va encore paraître mieux. C'est quand même incroyable. C'est ça. Avoir des politiques, les mettre en œuvre pour la conciliation travail-famille, c'est bon pour les femmes, mais on le voit, c'est bon aussi pour plusieurs hommes. Faire attention aux biais à l'embauche. Donc ça, il y en a encore beaucoup. Puis ne pas se bloquer à l'embauche, je sais que c'est illégal, mais ça se passe encore. Là, elle va vouloir avoir des enfants. Là, ça va ralentir. Là, il ne faut pas non plus se bloquer à ça. J'ai connu des femmes qui engageaient des femmes enceintes, sachant qu'elles allaient les avoir seulement 1 an plus tard parce que c'était la personne qu'elles voulaient. Puis ça fonctionnait bien. Puis viser une masse critique aussi. En bas de 30 finalement, les femmes les groupes minoritaires, dans le fond, se font assimiler. Donc, tu n'as pas vraiment le choix d'agir comme le groupe si tu es en bas d'un certain nombre parce que tu ne seras pas écouté, tu vas être comme dissous dans la masse, si je peux dire ainsi. Si on atteint environ 30 là, on commence à être écouté, nos voix commencent à porter, et là, on peut faire une différence aussi. Puis, qu'est-ce qui, quand vous dites, lorsque vous êtes en bas de 30 vous êtes comme dilué, vous vous fondez dans la masse, qu'est-ce qui
je sais pas comment le dire, mais qu'est-ce qui fait que... quel comportement les femmes adopteraient, par exemple, si elles n'étaient pas diluées dans la masse? Tu sais, qu'est-ce qui ressemble davantage à leur nature, mais que Oui. face à une situation d'ultra-minoritaire, elles prennent la couleur du milieu, puis elles ne font plus comme elles feraient si elles Oui. n'étaient pas ultra-minoritaires. Bien, ça peut être, si on est dans un milieu ultra performant, de ne pas... de continuer dans ce milieu-là sans le remettre en question, par exemple. Pour certaines personnes, ça va aller C'est-à-dire jusqu'à... que sans le remettre en question, alors que, contrairement, par exemple, à un collègue masculin, vous avez peut-être davantage de tâches en matière d'éducation des enfants, par exemple, tu sais, ou des choses comme ça. Là. Oui, ou on peut avoir une autre vision. Par exemple, les femmes en enseignement, en enseignement supérieur s'impliquent beaucoup dans le maintien des programmes. On veut faire en sorte que les étudiants et les étudiantes au bac soient bien, que le programme soit top. Mais c'est pas moins reconnu que de faire de la recherche, par exemple. Oui. Mais le milieu valorise la recherche. Oui. Donc, c'est un peu... Il y a plusieurs choses. Il y a des femmes qui vont s'habiller en homme, où on le voyait beaucoup au début, pour passer comme tout le monde, être comme dans le lot. Donc, ne pas... ça dépend de chaque personne. Des fois, on est naturellement comme ça, mais des fois, on se sent contraint à agir comme ça. Oui, on comprend qu'après ça, on dresse des grandes lignes. Là, c'est ça. Évidemment, tu sais, la seule poursuite d'un objectif lié à une égalité femmes-hommes réelle, tu sais, dans le plus grand nombre de champs et de domaines composant notre société, justifie à elle seule l'importance d'une meilleure représentation des femmes en sciences et en génie. C'est ça, c'est une évidence, là. Ça va de soi. On n'a pas à se questionner. Mais je suis curieux, professeur Langelier, une relève féminine dans ces domaines, sans qu'elle soit diluée ou qu'elle, se dilue dans le grand nombre, ben, ça changerait quoi? Concrètement, parce que, voyez-vous, moi, j'ai du domaine politique, j'ai fait de la politique active, et, souvent, on entretient cette idée que les femmes et les hommes ne font pas de la politique de la même façon. Puis que, un peu comme vous, ben les femmes qui sont dans ce milieu-là, à un moment donné, doivent un peu se coller à la façon de faire des hommes parce qu'ils sont pas assez. Ça serait quoi la différence féminine dans des domaines tels que celle des sciences et du génie? Ben, par exemple, si je regarde le domaine du génie, le génie, c'est les ingénieurs, beaucoup, qui vont construire, fabriquer notre monde, dans le monde dans lequel on habite. Ouais. Mais si c'est 80-85% des personnes qui construisent notre monde sont des hommes, ils vont le construire selon les besoins et l'image qu'ils ont des besoins des hommes. Ouais. Ils ne vont pas nécessairement considérer, et c'est pas nécessairement volontaire. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais on peut oublier les préoccupations ou les besoins des femmes qui utilisent ce monde-là aussi. OK. Donc, avoir des femmes qui construisent le monde de demain, c'est faire connaître leurs besoins. Puis avoir des femmes en sciences et en génie, c'est faire connaître leurs préoccupations. Est-ce que les femmes sont plus préoccupées sur la santé, le bien-être, l'environnement? Je pose la question, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas nécessairement exactement les mêmes préoccupations que les hommes. Il y a des études qui ont montré, par exemple, dans les journaux, dans les textes d'opinion. Oui. Une même journée, on analysait des textes écrits par des hommes, des textes écrits par des femmes, puis il y avait des mots qui ressortaient beaucoup plus. Donc, c'était la même journée, c'était les mêmes thématiques là, dans l'actualité, mais les femmes parlaient plus de santé, d'éducation, de famille, de sexualité. Donc, on voit qu'on n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations. Donc, ça, c'est important. Puis, l'autre chose aussi, quand on est plus diversifié, souvent, il y a une corrélation avec la créativité, l'innovation, la performance. Ouais. Donc, ça aussi, c'est C'est-à-dire que les hommes gagneraient aussi eux-mêmes à avoir davantage de femmes dans ces domaines-là. Tout à fait. Tout le monde y gagnerait. Ben oui. OK. Puis, je reviens au premier truc, là, la différence. On comprend donc que peut-être que ce ne seraient pas nécessairement les mêmes sujets d'études qui seraient abordés ou encore avec la même approche. Là. C'est ce dont vous parlez là, en ce qui a trait à une différence entre les hommes et les femmes. Oui, tout à fait. Puis pour vous donner un exemple aussi, là, au niveau de l'ingénierie,
Bien, les ceintures de sécurité dans les voitures sont Ouais. testées avec des crash test dummies, là, des personnages basés sur un homme moyen. Mais les femmes ont plus de blessures. Ou les hommes obèses ont plus de blessures aussi. Donc, c'est de prendre de la diversité. Ça, c'est un exemple. Hey, on est dans le concret. Oui, oui, tout à fait. OK, vous avez mesuré ça. Il y a plus de blessures chez les femmes à cause des ceintures de sécurité que chez les hommes. Puis là, c'est pas un facteur, là, parce qu'on sait que les hommes conduisent bien plus mal. Là, non, mais pour de vrai, plus vite, plus con, plus bon, machin. Fait que même avec ce facteur-là, les blessures sont plus fréquentes et plus graves chez les femmes. Oui, parce que le mannequin, quand on fait quand on conçoit les ceintures puis qu'on les teste pas sur des mannequins qui représentent la morphologie et la taille des femmes. Hey, je suis renversé. Il y a plusieurs choses comme ça Une autre petite comme ça, là, juste comme ça. Là. Les systèmes de reconnaissance faciale. OK. Bien là, ils sont probablement améliorés, mais ils sont entraînés beaucoup avec des hommes blancs. Parce que, donc, puis les données d'entraînement sont donc biaisées et donc vont très bien fonctionner pour un homme blanc. Ils vont moins bien fonctionner pour une femme blanche. Ils vont moins bien fonctionner pour un homme de couleur et pour les femmes de couleur. Là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, exactement. Eh bien, c'est quand même quelque chose. Oh, là, on est dans le concret. C'est ça. Ben, si vous le voulez, professeur Langelier, on va aller à une dernière chanson. Une chanson qui est une chanson d'espoir en cette journée internationale des femmes et des filles en sciences. Une chanson qui vient de notre passé des années 70 et je parle évidemment de « C'est le début d'un temps nouveau » de René Claude. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau, nous voilà devenus des oiseaux, et dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde, on a des yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau, nous voilà devenus des oiseaux, dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau, c'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau, nous voilà devenus des oiseaux, dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps
Alors, c'était le début d'un temps nouveau de René Claude qui appelle à une plus grande représentation des femmes et des filles dans les domaines de la science. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions qui parle aujourd'hui de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, journée pour laquelle on a le bonheur de recevoir la professeure Ève Langelier. Professeur Langelier, quelles sont les femmes en sciences, technologies, ingénierie et autres qui ont marqué l'histoire du Québec et du Canada? Est-ce que vous êtes en mesure de nous en nommer quelques-unes, de même que leur initiative ou invention importante? Oui, vous m'avez fait travailler un petit peu sur Ah non! Donc, j'ai fait une recherche et je tiens à mentionner là, la bibliothèque de l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui a fait un travail justement de recension avec une exposition. Et donc, il y a Carrie Matilda Derrick, qui a été botanique, qui a travaillé en botanique dans les années fin 1800, début 1900. Oh, c'était pas facile pour elle dans le temps, là. Première femme à enseigner à l'Université McGill, première femme professeure titulaire au Canada. OK. On a eu Marcel Gauvreau, qui était aussi botaniste, qui a travaillé avec le frère Marie Victorin, et qui a notamment travaillé sur le livre La flore laurentienne. Voyez-vous, c'est un bel exemple, ça, à l'effet que un homme et une femme sont impliqués de la même façon, font les mêmes travaux, collaborent ensemble, puis au final, on connaît le gars. Oui, il était son superviseur, toutefois. OK. Donc, mais oui, exactement, tout à fait. Puis, ça a été la première femme à la maîtrise en français au Canada et la première femme à présenter ses résultats à l'ACFAS, quand même. OK. Oui, il y a eu Mary Blair Fowler, qui a fait un baccalauréat en ingénierie au Canada, à McGill. En 1946, elle a travaillé chez Canadair. Puis après ça, elle a travaillé en aviation, puis le fait des statistiques et l'industrie chimique. Mais je voulais vous parler aussi de femmes encore vivantes. Oui. Oui, donc j'avais pensé à Joëlle Pineau, qui est une informaticienne qui travaille en intelligence artificielle, qui a travaillé pour Meta, qui dirigeait un gros lab, puis qui a quitté Meta récemment à cause de ses valeurs. Valeurs portées par Meta. Oui, donc il y avait une différence de valeurs entre... je vois pas du tout, hein, franchement. Meta, grand cœur, qui ne pense qu'au bien-être de ses usagers et usagères. Mais c'est ça. Donc, Mme Pineau avait un rôle important, puis elle a tenu à ses valeurs. Elle a changé de rôle. Donna Strickland, qui a gagné un prix Nobel en 2018 en physique. Laurie... Deux personnes aussi autochtones, deux femmes autochtones. Laurie Rousseau-Nepton, qui est astronome, qui travaille à Hawaï, et Isabelle Desgagnés-Pimix, qui travaille à l'UQTR et qui étudie les plantes médicinales, entre autres. Farah Libé, qui travaille à la NASA. Ingénieure. Et c'est une Québécoise? Oui. C'est derrière. Oui, c'est extraordinaire. Tout à fait. Puis, je peux parler d'une femme aussi plus près de moi, Claire Deschênes, qui a été professeure à l'Université Laval, qui a fait beaucoup pour l'hydraulique, donc les turbines hydrauliques, qui a fait un gros consortium université-industrie, qui a gagné des prix, mais qui a aussi fait beaucoup pour les femmes. Donc, elle gagne des doctorats honorifiques des deux côtés, pour son travail pour les femmes et pour son travail en sciences et en génie. Donc, mais il y en a plusieurs autres. Là. Il y en a aussi dans le livre Tête chercheuse, qu'on peut voir. Oui, il y a plusieurs femmes intéressantes. Toutes les femmes sont intéressantes, mais en sciences particulièrement. On en est déjà rendu à la fin de l'émission, professeur Langelier, puis je m'en voudrais là, de ne pas boucler la boucle là, avec cette dernière question. Et là, je reviens à votre chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec. C'est quoi vos projets futurs? Est-ce qu'il y a des enjeux qui, selon vous, seront déterminants dans votre domaine de recherche au cours des prochaines années? Est-ce qu'il y a déjà des choses que l'on sait qui vont prendre énormément d'importance et qui vont devoir faire l'objet d'une attention particulière de la part de la chaire que vous présidez? Oui. Bien, premièrement, il faut savoir que la chaire tire à sa fin. Ah non! Oui, sous la forme dont on la connaît, parce que ce sont 2 mandats de 5 ans. Et là, on a étiré ça 11 ans. On est à la 11e année. Mais on travaille pour
donner une autre forme pour que le travail continue. Donc, on travaille avec l'Université de Sherbrooke pour peut-être faire une chaire philanthropique, continuer dans ce sens-là. C'est sûr, dans les sujets qui viennent, on a déjà des sujets en cours, des études qui se poursuivent. Donc, créer, par exemple, un parcours d'inclusion, donc à la faculté de génie pour rendre le génie plus inclusif. Donc, former les personnes étudiantes, les personnes enseignantes à être plus inclusifs, les préparer à l'en-stage aussi. Pas les envoyer dans le vide, si je peux dire. On travaille aussi à analyser des données qu'on a collectées au cégep pour voir qu'est-ce qui fait au niveau point de vue cégep, étudiant de cégep, qu'on s'intéresse ou pas aux sciences et au génie. On développe une trousse puis des formations, justement, ça s'appelle un génie inclusif, un génie sans limite, un génie inclusif pour l'enseignement inclusif, et la conception inclusive, donc la conception qui tient compte de tout le monde. Puis c'est sûr qu'un sujet que je voyais dans les questions éventuelles, qui est l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'a pas le choix de s'y attaquer. Les stéréotypes, entre autres, qui sont véhiculés dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a des défis particuliers au sexe là, dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter nécessairement les femmes et les hommes de la même façon. Là. C'est ce qu'on... Effectivement. Donc, ça va beaucoup dépendre de la façon dont les algorithmes sont construits, dont les bases de données sur lesquelles on s'appuie sont construites. On le voit, par exemple, dans la traduction de l'anglais au français. Donc, même si on parle de femmes en anglais, on se retrouve avec des hommes dans la traduction française. Dans les analyses de CV, par exemple, pour des postes, il y a beaucoup de... Si on se base sur les données d'avant, bien souvent, on va reproduire le même style d'embauche qu'on a fait. Donc, si c'était masculin, on va continuer dans le masculin, sans le vouloir. Mais donc, oui, il y a potentiellement beaucoup de biais à surveiller. Et là, le travail n'est pas fini. Je souhaite que sous une forme ou une autre, vos travaux puissent se poursuivre parce qu'effectivement, il y a encore d'importants gains à faire pour les femmes dans les domaines liés à la science et au génie. Je vous remercie beaucoup, professeur Ève Langelier, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. J'espère que les auditeurs et auditrices ont trouvé cette émission aussi intéressante et passionnante que moi. Je l'ai trouvée. Et juste avant de vous souhaiter de très belles semaines, simplement vous dire que nous serons de retour le 25 février prochain à la barre de cette émission pour discuter du mois de l'histoire des Noirs en compagnie de Mme Vania Larose qui s'implique toujours d'ailleurs dans Black History, à la Société nationale, etc., qui travaille évidemment à faire reconnaître l'importance de ces descendants afro-africains, américains aujourd'hui, qui évidemment contribuent de manière notable à l'avancement de notre société. Sur ce, d'ici là, prenez soin de vous, très hâte de vous retrouver et à bientôt.